Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Santé, religion, sport et commerce sont au programme aujourd'hui. En voici un aperçu en images. À partir du 3 mai puis du 10 mai, 12 nouveaux centres de vaccination vont ouvrir en Moselle. 23% de la population mosellane est désormais vaccinée et le nombre de vaccins alloués va augmenter nettement en mai et juin. La situation s'améliore un peu dans les hôpitaux, mais 78% des lits de réanimation sont toujours occupés en Moselle. Le nouveau magasin La Maison Point Vert à Rohrbach a été inauguré ce mardi matin. Il est ouvert depuis une semaine, plus grand que l'ancien Point Vert. Il se situe dans la nouvelle zone commerciale de la commune et propose un plus grand choix en produits de bricolage, jardinerie, produits pour les animaux ou encore un espace pour les éleveurs et la motoculture d'occasion. Le concordat est souvent confondu avec le droit local en Alsace-Moselle et pourtant ces deux choses sont bien distinctes. Le concordat ne concerne que la relation entre l'État et les cultes religieux. Une étude de l'Institut de sondage IFOP montre que 52% des personnes interrogées se disent favorables à son abrogation et le rapport monte même à 56% en Moselle. Le lutteur licencié à Sarreguemines, Saifeddine Alekma, a été sacré vice-champion d'Europe de lutte il y a quelques jours à Varsovie. 7 médailles d'argent le ravit, mais il ne se laisse pas déconcentrer car dans 2 semaines, il prendra part au tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo et espère bien décrocher sa place pour cet événement mondial. Abel Haber est vosgien. Suite à un accident de scooter, il est aujourd'hui sportif de haut niveau. Pour faire face à son handicap, il est devenu boxeur, ce qui lui a permis de trouver une nouvelle force. Aujourd'hui, il s'entraîne dans une autre discipline. Son but est de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024 en para-canoë. Reconnus comme essentiels, les salons de coiffure sont ouverts durant ce confinement. Parmi les commerces qui ont aussi le droit d'ouvrir, il y a les salons de toilettage pour les animaux. Mais tous les salons ne sont pas concernés. Bonjour Thibaut, en Moselle, c'est une autre histoire. Et oui Julia, comme tu l'as dit, pour la Moselle, c'est une toute autre histoire. Une dérogation ministérielle avait autorisé l'ouverture des salons de toilettage partout en France. Mais les salons de toilettage, que ce soit les salons sur place ou les salons à domicile, eh bien, doivent fermer en Moselle. C'est une décision de la préfecture. Nous nous sommes rendus justement à un bar, au salon de toilettage Animal Attitude, et nous avons fait la rencontre de Véronique Griset-Fétic qui nous parle de sa situation. Merci Thibaut. Alors on va regarder le reportage dans un instant, mais on va d'abord faire le point sur la situation sanitaire qui est à l'origine de toutes ces fermetures. À Sarreguemines, l'hôpital Robert Pax a dévoilé les derniers chiffres. 38 patients Covid sont hospitalisés, dont 6 en réanimation. À l'échelle du département aussi, la situation sanitaire continue de s'améliorer lentement. Le taux d'incidence diminue toujours, il est passé sous la barre des 200. Quant à la vaccination, elle va nettement s'accélérer ces prochaines semaines avec l'ouverture permanente de plusieurs centres de vaccination, dont un à Montbronne. Les précisions de Jean Milon, Alexis Delahaye et Jean Huminski. En Moselle, la vaccination va prendre une toute autre tournure dans les prochains jours. À partir du 3, puis du 10 mai, 12 nouveaux centres vont ouvrir dans le département, à Talange, Sarrebourg, Amnéville ou encore Mourange, pour ne citer que. Nous avons désormais vacciné 23% de la population de la Moselle. Et autre bonne nouvelle, le nombre de vaccins qui nous sont alloués va augmenter nettement au mois de mai et au mois de juin. Donc nous allons pouvoir vacciner beaucoup plus de monde et couvrir ainsi une beaucoup plus grande partie de la population. Si ces centres vont voir le jour, c'est effectivement parce que de grosses quantités de vaccins vont être livrés. Ce mois-ci, le département en a reçu 25 000 par semaine. En mai, 10 000 de plus sont prévus. Et en juin, on dépassera la barre des 50 000. Du côté des hôpitaux, la tension se fait toujours sentir. 78% des lits de réanimation sont occupés. Néanmoins, signe positif, il n'y a plus aucun transfert de patients. On a encore quelques lits, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, de disponibles en fait en réanimation et qui permet même de pouvoir appuyer les autres départements, notamment les Vosges ou la Meuse, où la pression, elle, est encore très importante. Enfin, dans les écoles, hier, c'était la rentrée pour les enfants, mais aussi pour les autotests. Des boîtes de 5 ont d'ailleurs été distribuées à tous les personnels, enseignants ou non. Le but étant de se tester 2 fois par semaine. Se tester, c'est prévenir, puisque être testé et être positif amène une éviction et nous permet de briser les chaînes de contamination.
Dans le département, près de 8000 tests hebdomadaires seront réalisés pour les écoliers et pour les collégiens. Les autotests devraient, eux, débarquer dans les lycées d'ici le 10 mai. On le disait en début d'émission, malgré la dérogation ministérielle qui autorise l'ouverture des salons de toilettage, ceux de Moselle doivent rester fermés. Thibaut Desmerlet est parti à la rencontre de Véronique Griset-Fétic qui tient un salon à Hambach. Plus de chiens à toiletter. Cela fait depuis le 6 avril que le salon de toilettage Animal Attitude basé à Hambach n'est plus actif. Véronique Griset-Fétic n'a plus le droit d'accueillir des animaux durant le confinement. Dans un premier temps, elle avait le droit d'exercer en dépôt-retrait en accueillant, encaissant et prenant les rendez-vous à l'extérieur. Mais la préfecture a ensuite demandé à fermer. Bien sûr, le toilettage, c'est de l'esthétique, mais c'est aussi du soin. Les chiens ont besoin d'être entretenus, les clients ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ça demande une certaine technicité. Et donc du coup, c'est vrai qu'on ressent cela comme une injustice, parce que nos chiens en ont besoin. Depuis plusieurs jours, le local technique où sont toilettés les chiens est vide. Véronique reste donc chez elle en compagnie de ses animaux. Un manque d'activité qui impacte le moral. On a une relation particulière avec les chiens que nous toilettons. Sur des années, les chiens ont confiance en nous et nous les apprécions énormément. Il n'y a pas que le contact avec les animaux qui manque, mais c'est aussi le contact avec les humains et tout simplement le fait d'avoir une activité professionnelle. Pour le moment, l'activité professionnelle est totalement chamboulée. La société affiche une perte de chiffre d'affaires de 27%. Ce troisième confinement arrive sur une période importante pour l'entreprise. Parce qu'il va falloir rattraper les clients qui avaient pris rendez-vous au mois d'avril et je pense aussi la première quinzaine du mois de mai, parce qu'a priori on n'ouvrira que mi-mai. Il faut pouvoir toiletter tout le monde. Le mois d'avril et le mois de mai, en plus, c'est des mois chez nous vraiment où on a une activité très très importante. Véronique, comme les gérants des autres salons de toilettage de Moselle, devront donc s'armer de patience avant de pouvoir retrouver leur clientèle et leurs fidèles amis. Cette situation ne laisse pas indifférente la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous avons contacté Liliane Lind, sa présidente, pour faire le point sur la situation actuelle et les évolutions à venir. Sur le toilettage, c'est vrai qu'il y a bien eu, par le retour des artisans, une incompréhension. On a eu beaucoup d'appels parce qu'ils s'inquiètent un peu de la situation. C'est vrai que cette interdiction, parce qu'apparemment on est le seul département en France qui maintenant cette restriction, et donc là on est vraiment en pourparlers avec la préfecture pour discuter de ce sujet, justement pour faire comprendre un peu cette incompréhension. On avait un peu des esthéticiennes aussi qui avaient fait remonter aussi que pourquoi les coiffeurs et pourquoi pas eux. On avait aussi des boulangers qui disaient parce qu'ils avaient un café aussi, et donc là aussi c'était un peu pour les aides qu'on leur attribuait pas par rapport aux restaurants ou au café et bar. Peu à peu on parle du déconfinement et de son organisation. De votre côté, quelles sont vos attentes ? Nous espérons fortement une reprise d'activité pour tous les secteurs de l'artisanat. Bien sûr, toujours dans le respect des gestes barrières, c'est ce que beaucoup ont compris et appliquent. D'ailleurs, nous, la CMA, on reste vraiment à leur côté aussi pour les accompagner en conseil, en formation aussi. On a mis du phoning en place. On va au-devant des gens des artisans qui ne prennent pas nécessairement, qui font pas nécessairement des appels à la Chambre des métiers par le passé, mais que là, on va chercher même vraiment pour laisser personne au bord de la route et que tous les artisans et les mêmes droits, les mêmes discours, surtout pour les aides. Et donc là, on continue vraiment, encore après ce troisième confinement, à être le plus près possible, la proximité avec tout le monde. La situation sanitaire ne freine pas les projets Point Vert. Le 6e magasin La Maison Point Vert vient d'ouvrir ses portes. Un nouveau commerce qui vient agrandir la zone commerciale de Rohrbach-les-Bitches. Il remplace l'ancien Point Vert qui était également implanté dans la commune. Hier, élus et dirigeants ont procédé au traditionnel coupé de ruban. Reportage de Thibaut Desmerlet.
C'est officiel, la maison Point Vert a été inaugurée. La nouvelle jardinerie qui a poussé dans la zone commerciale de Rohrbach-les-Bitches accueille déjà des clients depuis plus d'une semaine. Ils sont venus en nombre pour visiter les locaux. Comment est-ce que vous trouvez ce nouveau magasin ? Eh bien, moi je trouve que c'est très bien, d'autant plus qu'à Bitche, on avait une herboristerie qui a dû fermer. Donc c'est très bien qu'on ait donc à proximité ce magasin qui ouvre, c'est très pratique. Le développement de la proximité rurale de ces magasins est un des objectifs du groupe Lorca qui détient l'enseigne La Maison Point Vert. Il a d'ailleurs utilisé les ressources du secteur pour la construction et l'aménagement du bâtiment. Donc on est très présent en rural, on est très présent en local, on utilise déjà les entreprises locales dans la conception de nos magasins et bien sûr tous les produits qu'on peut obtenir en local on le fait, notamment au niveau des pépiniéristes. Des produits variés qui viennent remplir les locaux, ils sont 3 fois plus grands que ceux de l'ancien Point Vert. En plus des rayonnages classiques comme les produits pour les animaux, le bricolage ou la jardinerie, le groupe a mis en place un espace pour les éleveurs ou encore un autre pour les produits de motoculture d'occasion. C'est quand même un très très beau magasin avec une offre de produits beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus riche qu'auparavant. Et c'est vrai que c'était un manque sur le secteur. Et donc on a vraiment une offre complémentaire à Super U et à Lidl qui sont les 2 magasins qui sont juste à côté. C'est un développement économique important pour la commune et qui renforce l'attractivité du secteur. Je crois que c'est important de pouvoir démontrer ainsi à la fois la capacité d'accueil et puis surtout pour nos populations de trouver sur le territoire tous les produits, l'ensemble des services dont ils ont besoin. Donc c'est le signe d'une vitalité et puis c'est le signe qu'on sait accueillir et qu'on sait évidemment pouvoir permettre au Pays de Bitche de se développer. Ce projet a permis la création de 2 emplois en CDI et un autre en CDD. Le personnel de l'ancien Point Vert a été entièrement repris. D'autres commerces de différents types sont attendus dans la zone commerciale, notamment un garage et un restaurant. Un bel avenir qui se profile pour la zone commerciale de Rohrbach. On va maintenant se tourner vers le passé en s'intéressant au calvaire, ces monuments composés d'une croix commémorant le Christ. À Calouze, ils sont nombreux et l'association historique de la commune a décidé de remplacer leurs plaques informatives pour mettre en lumière le patrimoine local. Reportage de Christelle Reviaco et Uranie Tozik. Si vous vous baladez dans Kalausen, votre regard s'arrêtera forcément sur l'une de ces croix. Il y a quelques années, l'association historique avait placé des plaques explicatives provisoires, retraçant l'histoire des calvaires de la commune. Mais elles n'ont pas résisté aux intempéries. 2 membres de l'association les ont donc remplacées afin qu'habitants et touristes en apprennent davantage sur ce patrimoine. Alors suite à nos recherches, il était impératif pour nous de faire partager l'histoire du village en fait. D'où des recherches effectuées par un de nos collègues qui a donc travaillé sur la généalogie, sur la signification des symboles. Et le but de la manœuvre, bien évidemment, c'est de faire partager au plus grand nombre. Dessus, on y trouve plusieurs informations, la date de création, les caractéristiques de l'édifice, son histoire, la personne qui l'a érigé et pourquoi. Un remplacement nécessaire pour mettre en lumière l'héritage de Kalausen. On a un patrimoine, en fait, comme tous les petits villages, on a un patrimoine méconnu, qui a longtemps été, je dirais, si je peux employer un terme, sous-estimé. Et quelque part, c'est un hommage à nos anciens, puisque des calvaires, c'est rarement qu'on voit de nouveaux calvaires qui sont établis. Et certains calvaires sont une mine d'informations, comme celui de la rue des Jardins. Et nous sommes devant une des croix les plus anciennes du village. D'après la généalogie, cette croix daterait de 1805. Donc elle a été érigée en l'honneur de Pierre Metzger, et c'est son fils qui a fait ériger cette croix. La maison en face, c'est une des maisons les plus anciennes du village, et c'est leur maison à eux. 6 des plaques ont déjà été changées, il en reste encore 18 qui seront sur pied. Le projet a été soutenu financièrement par la municipalité et le crédit mutuel de la commune. Dans un instant, on fait le point sur le Concordat et on s'intéresse au sport. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries.
Bonjour tout le monde, hier je me trouvais à Blischweilen pour vous faire écouter le concert des Grenouilles et aujourd'hui je me trouve près d'un autre point d'eau, à l'étang de Beau-Soleil, pour vous parler des cygnes qui ont élu domicile ici. Et oui, lundi on parlait de la naissance des petits cigogneaux et c'est également la période de reproduction pour les cygnes et les petits cygneaux vont bientôt voir le jour. Et dernièrement, si vous êtes allé près de Saint-Avold, vous êtes peut-être passé à côté de ce champ rempli de cygnes. L'explication est toute simple, les cygnes raffolent du colza et de décembre à mars jusqu'à ce que la fleur jaune apparaisse, vous pouvez les croiser dans les champs. Et côté météo pour demain, on retrouve des éclaircies même si les nuages sont encore nombreux. De rares averses sont possibles dans l'après-midi, mais le temps devrait rester sec pour le reste de la journée. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés et les maximales de 13 à 16 degrés. Demain, nous fêtons les Catherines et il fera jour de 6h13 à 20h44. Et même si la tentation est grande, évitez de donner à manger aux animaux sauvages. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le pain n'est pas un aliment adapté pour eux. Merci d'en tenir compte, passez tous encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. En ce moment, chez AVS Médical, nos orthopédistes diplômés d'État vous offrent un bilan podologique complet sur rendez-vous. Elles fabriqueront ensuite des semelles sur mesure pour vos chaussures du quotidien, chaussures de sport, de sécurité ou pour enfants. Découvrez aussi notre gamme de chaussures thérapeutiques et de confort pour pieds sensibles, douloureux ou opérés. Nouvelle collection printemps-été maintenant disponible dans nos centres de santé de Sarreguemines et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Début avril, en votant le principe d'une subvention pour la construction d'une mosquée portée par une association controversée, la municipalité de Strasbourg a relancé le débat sur le financement des cultes, notamment en Alsace-Moselle, encore sous régime concordataire. Les Alsaciens et les Mosellans sont-ils pour ou contre le concordat ? On fait le point dans ce reportage de Thomas Drouin. Aborder le thème du concordat en Alsace-Moselle, c'est bien souvent se lancer dans un débat passionné et passionnant. Tout d'abord parce que le régime concordataire est bien souvent confondu avec le droit local, et pourtant ce sont deux choses bien distinctes. Jusqu'à présent, on considérait souvent les habitants d'Alsace-Moselle comme étant largement favorables au régime concordataire. Une étude de l'Institut de sondage IFOP montre une situation beaucoup plus contrastée. 52% des personnes interrogées se disent même favorables à son abrogation, un rapport qui monte même à 56% en Moselle. Sur un échantillon de cette taille-là, la marge d'erreur va être de 1 ou 2 points. Mais il y a quand même cette idée qu'il y a un débat dans la société particulièrement alsacienne. Et après, dans la société française, ça c'est autre chose, vu que là, on voit que les Français sont eux largement favorables à l'abrogation. Ce qui ressort de l'étude, c'est que le rapport au financement public des religions est à géométrie variable. 56% des Alsaciens mosellans se disent favorables à ce financement, mais si l'on regarde la situation religion par religion, seul le financement du culte catholique décroche un taux d'adhésion de plus de 50%. Quand on regarde un petit peu dans les chiffres, on voit que effectivement, si financement public aux religions il doit y avoir, on voit que notamment les Alsaciens
sont favorables uniquement au financement du culte catholique. Et on voit que, à l'inverse, le culte musulman est tout à fait discriminé pour les Alsaciens dans l'accès au financement. Quant à savoir qui paye, 47% des personnes interrogées localement trouvent normal que l'ensemble des Français contribuent au financement des cultes en Alsace-Moselle. Face à l'étude, de nombreux politiques locaux se sont levés pour défendre le concordat comme une spécificité à respecter. Évidemment, sans doute que les Alsaciens sont plus attachés à la spécificité locale qu'à l'idée de financer les cultes. C'est peut-être ça la nuance à apporter à ce chiffre. C'est que certes, les Alsaciens souhaitent à 52% abroger le concordat, mais c'est peut-être plus le principe même de financement des cultes qui est visé. Voilà. Et en plus particulièrement plus le culte musulman qui peut poser des problèmes pour les Alsaciens en particulier. Alors, faut-il abroger ou pas le concordat? Faut-il l'étendre au culte musulman? La question ne date pas d'hier et pourrait revenir régulièrement dans l'actualité. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous pouvez donner votre avis en commentant ce reportage sur notre page Facebook. On passe au sport. À l'IME, l'Institut médico-éducatif Le Himmelsberg à Sarreguemines, plusieurs jeunes suivent des cours de lutte adaptée. Actuellement, la situation sanitaire ne leur permet pas de pratiquer cette activité. C'était donc avec une grande joie qu'ils ont accueilli hier Saïfeddine Alekma, tout juste sacré vice-champion d'Europe de lutte. Entre démonstrations et échanges sur son parcours sportif, retour sur cette rencontre dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Saïfeddine Alekma a été accueilli comme une star, ou plutôt comme un vice-champion d'Europe, titre qu'il a remporté le 20 avril dernier à Varsovie. Il a décidé de célébrer cela avec les jeunes de la section de lutte adaptée à l'IME de Sarreguemines. Malgré leur handicap mental, ce sport leur est entièrement accessible. La preuve en images avec cette démonstration entre Saïfeddine Alekma et Bekir, un jeune de l'Institut médico-éducatif. En lutte adaptée, les prises sont les mêmes, seul le temps des combats est raccourci. Ils constatent qu'ils sont capables de faire les choses, ils arrivent à faire, ils peuvent reproduire les gestes qu'on leur montre. Et dans les combats, quand ils s'opposent aux différents IME qu'on rencontre, et ils gagnent leur combat. Et après, on a un bon niveau grâce à Eric Cirque ici. Donc voilà, nos jeunes sont très performants. 10 sportifs de l'IME sont également inscrits à l'AS Lutte de Sarreguemines et participent au championnat. Parmi eux, le plus jeune est Stéphane, âgé de 12 ans. Pour lui, la lutte est devenue une passion. C'est de faire des combats et surtout m'amuser en combat avec tous les autres, tout ça. Après les démonstrations, place à un temps d'échange. Quel est son parcours? Comment se déroulent ses entraînements? De quoi sont composés ses repas? Le lutteur a répondu à leurs interrogations. Voilà, des protéines, des vitamines, donc dans les fruits, la salade, très important dans les féculents, voilà, de manger des féculents. Ce n'est pas la première fois que Saïfeddine Alekma vient à la rencontre de ces jeunes. Il y a 4 mois, il était déjà présent pour une initiation. Il a aussi travaillé dans d'autres IME. Selon lui, la lutte est un sport qui comporte de nombreux avantages pour eux. C'est un sport de contact et souvent dans les IME on peut rencontrer des enfants qui ont des petits problèmes avec le contact et même le regard des autres et ça leur permet de se libérer, d'avoir plus de confiance en eux et surtout ça reste un sport et le sport on sait très bien que c'est vecteur de plein de valeurs et ça leur permet de... là on voit ils se mélangent, ils rigolent, c'est que du plaisir. L'après-midi s'est achevé avec le visionnage de tous les combats de Saïfeddine Alekma en championnat d'Europe. Il s'est hissé jusqu'à la finale où il s'est incliné face à son dernier adversaire, le Slovaque Aksarbek Gulaev. Je suis le bleu. Merci de me reconnaître. Et cette rencontre était d'autant plus particulière que Saïfeddine Alekma a été sacré vice-champion d'Europe de lutte il y a quelques jours à Varsovie. Il a fait part de ses émotions au micro de Marie-Morgane Pires. Au-delà d'être un objectif, c'était un rêve de gosse. Depuis que je suis petit, je m'entraîne pour ça et puis voilà. Donc je suis là pour l'instant, je suis sur un petit nuage, mais je dois y redescendre parce que dans 2 semaines, je fais le tournoi de qualification olympique. Pas dans ma catégorie de poids, dans la catégorie du dessus. Mais franchement, je vis de très beaux jours. C'est très bien. Ça aurait pu être encore plus beau si j'avais fait champion d'Europe, mais bon, c'est le destin et je prends ce qu'il y a à apprendre et en espérant que
que l'avenir sera meilleur et que j'aurai des meilleurs résultats que ça, donc je sois champion alors. Et quels sont vos futurs objectifs, peut-être les Jeux Olympiques? À court terme, les Jeux Olympiques qui auront lieu cet été à Tokyo, si j'arrive à me qualifier, même si ce n'est pas dans ma catégorie de poids, mais c'est un challenge que j'ai décidé de relever avec les entraîneurs nationaux qui me font confiance, qui m'ont surclassé de catégorie, justement par rapport à mon résultat au championnat d'Europe. Mais après, à long terme, c'est être médaillé mondial, maintenant champion d'Europe, parce que en toute humilité, je vois que c'est accessible. C'est quelque chose que je voyais de très loin, mais maintenant que j'y ai goûté, ça me donne envie de faire plus. Et après, les Jeux à Paris, en tant que Français, faire des Jeux Olympiques à Paris, c'est incroyable. Le sport, un exemple pour les jeunes et parfois un exutoire pour les athlètes. C'est le cas d'Abel Habert, dont vous allez maintenant faire la connaissance. Un accident l'a handicapé, il en a trouvé une nouvelle force. Aujourd'hui, il vise les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Reportage de Marie-Danielle Rogovitz et Denis Lequienne. En 2003, Abel Habert était victime d'un accident de scooter. Amputé de la jambe droite, il s'est relevé au prix d'une insatiable persévérance. Il a tiré un trait sur une carrière rêvée de militaire, mais aura combattu ses démons intérieurs. Le ring a été son exutoire. Au départ, j'avais osé pousser la porte, mais un peu à l'abri des regards, donc je cachais beaucoup ma jambe. Donc je mettais des joggings, je mettais des sortes de systèmes. J'étais un peu à l'abri, à l'écart. Et je boxais. Petit à petit, ça m'a permis de m'ouvrir. J'étais dans différentes salles. Et puis quand je suis revenu en 2008 avec Jean-François Wust et le Galaxy Gym, il a vu que je m'occupais pas mal des jeunes. Mais il serait bien que tu encadres et que tu vois pourquoi pas un avenir professionnel. Abel devient un sportif de haut niveau, compétiteur, puis il obtient son diplôme d'entraîneur de boxe thaï. Éducateur auprès des jeunes, médiateur dans les quartiers, il fait la fierté de celui qui l'a accompagné. La dureté de la vie lui a fait découvrir les facettes de la vie. Alors c'est vrai que c'est le courage, c'est le respect, c'est l'engagement, voilà. Et quand des fois, c'est ce que je disais, quand on est un peu fatigué, ou je dis aux autres élèves quand ils viennent, ils sont un peu fatigués pour sortir la corde, moi la seule réponse que j'ai, je dis regardez Abel. Voilà. À 34 ans, l'athlète spinalien, toujours à la force de ses bras, s'est lancé un nouveau défi sur l'eau, cette fois-ci. Au club de canoë-kayak, il a ses entrées dans la salle de musculation avant de retrouver sa meilleure alliée, une pirogue. C'est une pirogue de course en ligne, adaptée pour le sprint. Donc elle est un peu vieillotte, mais de très bonne qualité encore. Elle mesure à peu près 7 mètres. Il y a un flotteur côté gauche, côté où j'ai plus de poids, du côté où j'ai la jambe valide. Et en l'occurrence, on pagaie avec une pagaie de canoë simple. Abel a mis la barre très haut et vise les Jeux Olympiques en 2024 à Paris pour participer aux épreuves de paracanoë avec l'espoir d'une médaille. C'est une nouvelle discipline pour le club d'Épinal Golbet Saint-Nabord qui le soutient. On a un historique avec des médailles olympiques, donc on en a eu récemment à Rio. Nous, on est des slalomers, on n'est pas du milieu de la course en ligne, mais en tout cas, on construit, on discute, on demande des conseils à droite à gauche pour l'aider. Un ponton aménagé et bientôt un entraîneur dédié. Abel est aussi repéré par le comité paralympique et sportif français qui détecte les futurs talents. Mais il doit faire mieux que son chrono actuel de 55 secondes sur 200 mètres pour gagner sa place dans le collectif tricolore. L'équipe de France paracanoë, le chrono s'établit à peu près aux alentours de 52-53 secondes. Le centième de seconde aussi au bout d'un moment devient très très dur à gravier. Donc là, il va falloir que je mange de la pirogue tous les jours. Quelques efforts encore sur la glisse et la vitesse et Abel pourrait dès cet été prendre la direction des Jeux de Tokyo. Alors il pagaie sans relâche pour atteindre cet horizon en bleu. C'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous sur internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook pour aimer, commenter et partager nos reportages. Très bonne journée à tous.